parliez de la moustache d'Henri Cavill, c'était très bien. Je maintiens que s'il avait gardé pour Superman, ça aurait fait un magnifique film de super-héros français, quoi. Franchement. Un film de super-héros français, ouais. Bah oui, il avait la moustache de Super Dupont, mais vraiment. Et je pense que ça aurait été extraordinaire. Henri Cavill avec ou sans moustache? Bah avec la moustache. Avec la moustache. Ouais. Dans Mission Impossible, on dirait un délégué syndical en lutte, quoi. Non mais franchement. Ouais, J'ai c'est rien contre les super syndicats bien. et d'ailleurs. Je l'ai pas encore vu. Et pourtant, je déteste les moustaches, mais alors sur Cavill, c'est... Ouais, ça revient à la mode, hein. Moi, je suis pas moustache, moi. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. En fait, si, il y a un truc pour lequel on est quand même vieux, c'est la rentrée, mais enfin, si c'est le moyen de se retrouver en votre compagnie, on va faire avec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été, avec vacances de préférence, et sans trop de canicule ou de pluie. L'émission fait sa rentrée après une accalmie estivale bienvenue, seulement 2 épisodes ont été mis en ligne en juillet et en août. Le premier portait sur le Mondial 98, le second sur les Lego. Vous pouvez aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et c'est avec ce 14e numéro qu'on va reprendre nos petites habitudes et notre rythme à peu près bimensuel. Pour ceux qui nous rejoignent, je me permets un petit rappel du concept de l'émission. Après tout, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On n'est pas trop vieux, c'est un podcast nostalgique qui réunit à chaque numéro une petite troupe différente pour causer pendant une bonne heure d'un sujet qui nous rassemble, un sujet qui fait directement écho à notre enfance ou à notre adolescence. Ça peut être un jeu qui n'était pas forcément vidéo, un CD qu'on a acheté chez un disquaire, un film qu'on allait voir en famille, ou encore, comme ça va être le cas aujourd'hui, une émission qu'on regardait à la télé. À part ces quelques notes, il n'y a pas de conducteur particulier, on va donc causer librement de Loïs et Clark avec mes 6 finalement invités du jour que je vais m'empresser de présenter. Voilà pour le schmilblick, désolé pour les auditeurs fidèles pour cette longue description, mais c'est parfois nécessaire. Bonjour Audrey. Bonjour. Oui, tu partages le micro. Comment ça va? Ouais, bah ça va bien, et vous? Très bien, après ça. Toujours tenancière du Licorium? Oui, bah ça avance, on a réouvert, on a fermé aussi, petite fermeture estivale, puisque bah l'été les gens sont plus terrasse, et on en a une, donc on va pas se faire concurrence, et puis ça permet de se reposer aussi. Et puis on a on a réattaqué l'entrée avec une petite compétition, donc ça s'est bien passé. Oui, on fait des compétitions de barman, tout à fait. Donc qui s'est bien passé. On n'a pas gagné tous les matchs, donc on ne sera pas en finale, voilà. Mais c'était très intéressant. Bon, on rappelle que c'est en plein centre de Paris. Ouais. Dans le premier, c'est rue Saint-Denis, 11 rue Saint-Denis, c'est le Licorium. Et vous pouvez y retrouver Audrey derrière le bar et ses cocktails surprenants. La dernière fois qu'on t'avait entendu, c'était pour Alien, il y a 2 mois de ça. Merci d'être venu. Mon cher Nicolas, salutations. Bonjour. Notre avocat historien mais néanmoins geek nous revient. Toi aussi, t'étais là la dernière fois pour parler du xénomorphe. Oui, c'est vrai, l'Alien, un client intéressant. Et donc la rentrée, c'était la merde. Ça a été c'est jamais la merde. Je suis ravi de rentrer et d'effectuer un travail aussi enrichissant depuis quelques jours à nouveau. Non, je m'éclate, hein, vraiment, je m'éclate. C'est pas ce que tu disais il y a 10 minutes. Non, c'est pas ce que tu disais il y a 10 minutes. Oui, mais j'ai menti. Ah oui, j'ai oublié ta profession. Coucou Clem. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Pour un passager clandestin. C'est moi l'invité surprise. L'Alien. L'Alien, tout à fait. J'avais prévu d'être une bonne citoyenne et d'aller à la marche pour le climat, et puis finalement vous m'avez attiré avec des bières et des discussions totalement geek, et je suis restée. Ben, on ira peut-être ou pas à la marche après, on verra. T'étais là pour la numéro sur l'étalon noir. Ouais. Le surprenant numéro, j'en tremble encore. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi? Tu veux rappeler que t'es directrice artistique? Je suis fangirl à mes heures, fan artiste, fanfiqueuse aussi, et puis bah voilà. Et je regardais Loïs et Clark quand j'étais petite. Très bien. Alexandre, coucou. Coucou. De retour après cet épisode mémorable sur la Coupe du Monde qui a complètement niqué mes statistiques, mais dans le bon sens.
Ouais, c'est champion du monde. Ouais, en plus. Voilà. Ouais. Non, mais il s'avère que c'est l'actualité à jouer, c'est devenu le numéro le plus écouté. Bien sûr. Et ta présence, ça y est, je pense, totalement... Il n'y a pas de lien de cause à effet, je pense. T'es aimable, hein, tu veux vraiment que je revienne. T'étais plus sympa quand tu me demandais de venir. Ouais, mais je vais y aller progressivement, tu vas voir, je vais être une raclure de plus en plus vite. On rappelle que tu es consultant en quelque chose. Consultant en conditions de travail. C'est ça, merci. Avec une rentrée chargée. Comme Nicolas, les gens ne sont pas très heureux de reprendre le travail. Donc voilà, ils font appel à moi. C'est un fait universel, j'ai l'impression. Et comme à chaque fois ou presque, on accueille un ou deux petits nouveaux dans la bande. Je souhaite d'abord la bienvenue à Yasmina. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, je suis content d'être là. Bah j'espère. Alors ce n'est pas Arnaud qui a trouvé un moyen de détourner pour faire de la pub pour son nouveau podcast. Bah il se trouve que si il m'a demandé de faire du forcing à un moment, il a dit qu'il était en dépression, qu'il voulait un épisode sur j'ai oublié le nom. j'ai oublié le truc avec Michael Jordan, j'ai oublié. Space Jam, voilà. Oh là là, voilà. Bon, mais en même temps toi Mais j'ai droit à un truc en échange là, du coup j'ai fait la pub, voilà. Bon, bah, écoute, tant mieux si j'ai arrangé les transactions de ton couple. Bah, en même temps, tu as tout le droit de faire ta pub puisque tu es 50% de ce podcast qui s'appelle Cocktail. Tout à fait. Qui vient de débuter et qui aura bientôt un 3e numéro, j'imagine. Oui, on espère le faire rapidement, le 3e numéro. Et voilà, on s'amuse bien, on aime bien. Donc, on espère que ça va durer. Et comme je disais à l'autre nouvelle invitée d'un instant, c'est Choupi. Un podcast qui s'appelle Cocktail dont on te reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Oui, voilà. Tu veux peut-être dire ce que tu fais dans la vie ou pas? C'est comme tu veux. Si je peux, en gros, je suis commerciale dans une école. Voilà, j'aide à trouver une alternance aux jeunes. Je recrute les jeunes. Voilà, je suis conseillère en formation. Voilà. Tu sauves la vie de la jeunesse de France. C'est ça. J'essaie de les guider. Non, Nico, c'est fini ça. Le deuxième numéro à nous rejoindre, c'est Clément. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, bien. On est même plus nombreux prévus, donc j'ai l'impression que cette émission a finalement un intérêt à se faire. Toi, tu es ingénieur? Oui, je suis ingénieur et je travaille dans le monde du spatial et j'aide à construire des fusées. Et est-ce que je vois maintenant le je vois le lien maintenant. Oui, pour aller sur Kiptron. Si jamais. J'espère qu'ils vont bien. Tu blogues pas mal aussi? Oui, j'ai blogué beaucoup. Je vais peut-être m'y remettre. Là, j'ai fait une pause à cause de mes études et de mon premier boulot, mais ça va revenir, je pense. C'est encore en ligne, Absolute Zone? Sur archive.net, oui. D'accord. Bon, bah merci à chacun de vous de vous être présentés au rapport. Ensemble, on va donc échanger sur une série plutôt cool de notre adolescence. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, certainement pas le plus grand kiff télé de notre adolescence, mais quand même un show très très appréciable, sinon on serait pas plus que prévu. Qui se dévoue pour présenter la série en quelques mots, et généralement c'est l'un des newbies qui s'en charge, donc et échange de regards entre Clément et Yasmina. Je peux résumer, Allez, j'espère que je vais le faire correctement. Donc ça raconte l'histoire de Clark Kent qui débute à Metropolis en tant que journaliste et qui aussi débute sa carrière en tant que Superman. Voilà, donc on suit ses aventures, il rencontre Lois Lane, voilà, et, ils enquêtent tous les deux chaque épisode sur des phénomènes un peu spéciaux. Et oui, c'est une adaptation de Superman, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'était diffusé entre 94 et 97 sur M6, bien sûr. Vous serez ravis d'apprendre que c'était une femme qui est derrière ce show. Je crois que ça se ressent un peu. Elle s'appelle Deborah Joy Levine, et même si elle n'a rien fait d'autre de sa carrière après, elle a longtemps été connue sous le titre de la femme qui a ressuscité Superman, et c'est vrai que c'est un pari qu'elle avait relevé et réussi. Et elle a été virée au bout d'une saison. Sérieux?
Ouais. Ah, j'étais pas au courant, ça. Ouais. Il y a des gens qui ont fait leur devoir avant de venir. Bah, ils sont complémentaires aux miens, c'est bien. Bon, c'est la série qui a permis à Terry Hatcher de décrocher son premier grand rôle bien avant qu'elle devienne une James Bond Girl ou une Desperate Housewives. Donc elle jouait Lois Lane évidemment. Le nom des acteurs rapidement, qui se souvient de qui? Bon, on en parlait tout à l'heure de Dean Cain. Moi, les Jimmy Olsen, je sais qu'il y en a deux, mais je me souviens jamais des noms de ces deux. Et Il y a Michael Landes et Justin Wallin. Voilà, Donc, dans l'ordre. Michael Landes qui a fait la saison 1, Justin Wallin qui a fait le reste. Jarté, je sais plus pourquoi. Parce qu'il était trop beau gosse et qu'il ressemblait trop à Dean Cain. Ouais, c'est ça. Et surtout les deux acteurs qui font vraiment référence, c'est celui qui fait Perry White, j'ai un trou de mémoire, et celui qui c'est Len Smith. Len Smith, c'est ça, ouais. Très connu pour V, plus grande série des années 80. Il jouait dans quoi dans V? Collabo. Ouais, il jouait un politique qui était un peu à la tête d'un mouvement collabo. Ah, je me souviens absolument pas de ça. Et le deuxième, c'est John Shee qui fait Lex Luthor. Enfin, oui, sur Len Smith, effectivement, c'était l'acteur qui jouait dans V, un collabo de la série V, en fait. C'est un industriel qui avait pactisé avec les visiteurs et c'était très sincèrement le rôle le plus intéressant de cette série. Je vois pourquoi ce personnage t'a interpellé. Et je finis là-dessus, il a joué un autre collabo dans un film qui s'appelait Aube Rouge, un film anticommuniste où les États-Unis sont envahis par l'armée rouge et l'armée cubaine, et il joue un collabo à nouveau. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, quand je vois Len Smith dans Lois et Clark, je me disais mais c'est pas possible, c'est un méchant. T'as pas un bon a priori sur le personnage, quoi. Pas du tout. Alors qu'il faisait un super Perry White. Ouais, et tu le disais, ouais, John Shee, c'est ça, hein? John Shee dans le rôle de l'un des meilleurs Lex Luthor qu'on a eu, hein. Tout à fait. Mais après, il a pas vraiment une carrière brillante. Ah putain, Mutant X. Ah putain. Ah, Mutant X. Voilà. Oui. Il a pas vraiment, il est descendu dans les bas-fonds, je pense. Et il a plus rien fait d'autre après. Non, il a pas fait grand-chose après. Je pense que c'est parti dans des téléfilms. Dans la trilogie du samedi, un truc qui ressemblait aux X-Men qui était horrible. C'était X-Men sans la licence. C'était, hein. c'est ça. Et sans les effets spéciaux aussi. Moi, ce que j'avais noté, c'est que, parce que j'ai fait quelques petites recherches, vois-tu, c'est que ça réunissait jusqu'à 15 millions de spectateurs aux USA quand même, donc ça avait vraiment être une grosse série pour l'époque, même si elle s'est arrêtée au bout de 4 saisons. On va lancer le timer, car je rappelle que cette émission est chronométrée de manière à ce qu'on ne fasse pas beaucoup plus d'une heure. Quand le gong va retentir, on va arrêter la conversation assez rapidement. Je compte sur vous. Juste avant d'appuyer sur le bouton, j'aimerais vous dire à tous les 6, mais aussi aux éditeurs, qu'il y aura une petite nouveauté en fin d'émission, quelque chose que j'aimerais refaire à chaque fois, mais je vous en dis pas plus. Donc ça... Ah bah il y en a une qui a eu le secret vanté, merde. Donc tu m'as pas donné. Dis rien. Je dis rien. Dis rien. Mais j'ai rien à dire de toute manière. Bah, vu que tu vas participer ici. Allez, c'est parti, je lance le chrono et c'est parti normalement. Bon bah la question pour commencer est assez traditionnelle. Vous avez découvert ça à quel âge, à quelle période, dans quel contexte? On va demander à Yasmina. Là j'ai flou parce que j'étais très très jeune. Les premiers souvenirs, oui, je devais les avoir à 6 ans. Vraiment, je crois que j'étais tombée sur les rediffusions des premières saisons, mais les nouvelles saisons étaient en cours, étaient encore inédites. Et c'est donc mon premier souvenir de Superman. C'est Dean Cain. C'est ton premier Superman. C'est ça. Ça a été ton premier. Ça a été mon premier. Clément? Alors moi, j'ai à peu près le même âge, je devais avoir 4-5 ans. Après, je sais pas si c'était vraiment les premières diffusions ou si c'était les rediffusions, mais oui, c'est mon deuxième Superman parce que j'avais vu Christopher Reeve déjà enfiler le collant. Ouais. Et j'avais tout de suite accroché et justement le côté très au jour le jour investigation m'avait beaucoup plu parce que ça changeait des interprétations de Superman qu'on voyait ailleurs. Voilà. D'accord. Clémence? Bah moi je regardais, je sais pas trop quel âge j'avais. Il est passé quand en France la première fois? Entre 94 et 97. 94, j'avais 8 ans. J'avais peut-être un peu plus, je vais avoir 10 ans, un truc comme ça. Du coup, je regardais ça avec ma mère, parce que c'était un sujet qui rassemblait. Moi, je kiffais bien l'aspect Superman et... C'était quoi le sujet qui rassemblait? C'était les amourettes entre Lois et Clark? Je pense que c'est l'aspect amourette qui faisait que c'était transgénérationnel.
Moi, j'aimais bien aussi l'aspect action-aventure. Elle, un peu moins, parce que quand il y avait trop d'action, trop de suspense, elle sortait du salon parce que c'était trop de suspense pour elle. Elle pouvait pas supporter. Te moque pas, Nico. Tiens, vas-y, réponds. La série, je l'ai découverte, je sais plus comment, en tout cas ça passait sur M6 au milieu des années 90 et je l'ai découverte pas forcément dans l'ordre. Et c'était ma deuxième expérience de Superman puisque pareil, hein, j'avais découvert Superman avec Christopher Reeves ou Reeves, je sais plus comment on dit d'ailleurs, j'ai un doute. Et à ceci près que là, je voyais un Superman qui avait peut-être davantage de répartie que Christopher Reeve. Christopher Reeve, il faisait vraiment le Clark Kent un peu discretos, timide et tout ça, ce qui était pas très crédible, mais il le jouait vachement bien. Et là, enfin, je tombais sur un Dean Cain qui jouait Superman avec beaucoup plus de charme en fait. Et c'est un des éléments qui m'a plu dans cette série, avec d'autres éléments sur lesquels je reviendrai. Audrey. Moi j'avais une petite dizaine d'années et j'étais déjà un peu accro à la télé et les séries qui pouvaient y passer. Donc évidemment j'ai découvert ça avec les émissions de M6. Et donc moi qui étais déjà un peu dans la BD petite, parce qu'on avait déjà un petit groupe d'amis qui était un peu sur le comics, moi j'avais aussi découvert Christopher Reeves, mais là c'était un peu kitsch que j'aimais bien, les couleurs, du costume, je le trouvais très mignon. Alors évidemment c'était un peu l'amoureux quand j'avais 10 ans, il est trop beau. Et une Lois Lane, on avait une super héroïne en fait qui était autant dans l'action que Superman, donc oui, ça j'ai accroché tout de suite. Et qui était très très loin d'être cruche. Oui. Oui, c'est vrai que justement c'était Lois et Clark, c'était pas juste une série sur Superman. Lois était presque finalement le personnage principal, puisque c'est elle que la caméra c'était elle le point d'entrée finalement du spectateur lambda. Et bon, effectivement, on suivait aussi beaucoup Clark, mais non, mais je crois que le titre est pas du tout innocent, hein. C'est vraiment Lois et Clark dans cet ordre, parce que c'est le couple qui est mis en avant, et en sous-titre les nouvelles aventures de Superman, parce que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Les gens qui connaissent pas sachent quand même de quoi on parle. Ouais, mais je pense que c'est secondaire, tu vois, que le Superman vient en second temps, juste pour dire non, mais vous allez avoir droit au slip rouge et au collant, mais ça va pas être que ça, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, il avait pas tant de temps d'écran que ça. Je pense que par épisode, tu voyais Superman une fois et demie, un truc comme ça. C'était globalement Lois et Clark qui faisaient leur truc de journaliste. Bon, évidemment, il avait sa double identité, donc il devait se planquer, lui dissimuler des trucs, mais c'était vraiment beaucoup plus axé sur l'aspect non Superman. Sachant que Superman, oui, c'est un sous-titre à la série. Et effectivement, le titre, c'est Lois et Clark qui mettait l'accent, alors peut-être pas tant que sur Lois, mais vraiment leur couple et leur histoire. Et c'était ça qui était intéressant et qui changeait complètement le paradigme, je trouvais. Et je pense aussi que, je te repasse la parole dans un instant, Audrey, je pense que c'est aussi pour ça que ta mère aimait bien la série, c'est qu'en fait, il y a un aspect soap qui est celui qui est le plus mis en avant même que l'action, que l'histoire de Superman. Je crois que c'est vraiment ça qui plaisait, y compris aux garçons qui voulaient du super pouvoir. Mais tu voulais rajouter un truc? Comme dit, c'est un soap, mais c'est un soap d'investigation, donc on enquête sur des phénomènes en fait extraordinaires. Et Superman est un phénomène extraordinaire et qui s'intègre en fait aux petites enquêtes parce qu'il est vraiment lié à toutes les investigations. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'apparitions et que c'est Lois qui va rentrer petit à petit dans ce cheminement, quoi. Ils équilibrent assez bien le côté soap, investigation et super héroïque en fait. Et fantastique. Et toi, t'as découvert ça comment, Alex? À l'adolescence, sur M6. Alors moi, je suis un gros lecteur de comics. C'est ce que j'allais dire, parce que toi, de toute l'assemblée, je crois que t'es le plus atteint par. Alors par les comics. avec la particularité que à ce moment-là, les comics de DC, donc les franchises Batman, Superman, Wonder Woman, etc., ça n'était pas publié en France. En fait, il n'y avait pas de Superman dans les années 90 en France en BD. Il y en a eu dans les années 80. Il y avait un éditeur, Haredi, qui a publié jusqu'en 87-88. Donc moi, comme la plupart des gamins français qui lisent des comics de longue date, on est tous des Marvel Boys en fait. Il y a très très peu de fans de DC. Et c'était aussi juste à la jonction avant que je sois en mesure de commencer à lire de l'anglais en fait, que d'aller à la fac, d'aller à Paris régulièrement, de pouvoir commencer à avoir accès à des BD DC Superman en anglais. Donc j'avais, pour tout dire, à cet âge-là, c'était comme les autres, c'est-à-dire que j'avais vu les films
de Richard Donner, Christopher Reeves. Et j'avais pas du tout la culture comics que j'ai aujourd'hui sur DC, sur Superman. J'avais pas le contexte en fait. Donc du coup, tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Il faut s'imaginer quand même, pour prendre un petit peu de recul, que ce qu'ils font là est assez nouveau en fait, est très nouveau par rapport à l'histoire de Superman en fait, qui date de 39, et que ce soit dans ce que disait Nicolas, dans la place de Dean Cain, Clark Kent en fait, à l'écran, qui devient plus important que Superman en fait. Dans la série, Clark Kent est Clark Kent avant d'être Superman, alors que généralement c'est l'inverse en fait. Il est Kal-El Superman avant d'être Clark Kent, qui est une seconde personnalité, une seconde identité. Et même un second couteau dans les histoires traditionnelles de Superman. Ouais, voir un second couteau, il est juste là pour faire le cheminement et la jonction avec Lois Lane, et effectivement le rôle de Lois Lane est très différent. Il y a eu un reboot de l'univers DC au milieu des années 80, en fait, et John Byrne, qui a relancé toutes les séries Superman, a commencé à faire cette inflexion-là, en fait, à donner un rôle beaucoup plus moderne à Lois Lane, qui, quelques années auparavant, au début des années 80, était bloquée dans le même rôle de cruche, tout simplement. De femme en détresse, de femme en détresse à sauver, depuis les années 60, basiquement. Et donc oui, ils ont continué le travail de mainstreamisation. C'est pas du tout négatif quand on avance, c'est qu'ils ont modernisé le ouais, mythe. Ils ont plus que mainstreamé, parce que c'est très mainstream aux États-Unis. C'est vraiment, en France, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais ouais, de modernisation, de forte modernisation. Et on reparlera après ils ont influé clairement le déroulement des comics dans les années 90 également. Clem ? Mais maintenant que tu le dis, moi aussi c'était mon premier Superman, mon premier Clark Kent du coup. Mais enfin, je savais qu'il était Superman par l'osmose culturelle. Enfin, je savais qu'il y avait Lex Luthor. Je connaissais le concept, mais je pense pas que j'avais vu les films. Et c'était vraiment pour moi la première rencontre aussi avec ces personnages. Et c'est pour ça aussi que peut-être que maintenant les gens qui disent ouais Superman il est pas intéressant, il a pas de personnalité machin, je suis pas d'accord, parce qu'en fait c'est pas Superman, du coup c'est Clark Kent, et Clark Kent il a plein de personnalités, il est méga sarcastique. Il en a au moins deux, oui. Enfin, Nico ? Mais je me souviens que ça a été diffusé à une époque où j'étais pas fan, et d'ailleurs j'ai jamais été fan de Superman. Effectivement, pareil. je connaissais pas les comics. J'avais appris quelques années auparavant dans une émission qui passait sur la 5 qui s'appelait Babylone. Je pense que tout le monde l'a oublié. Et j'avais appris à Manu Rodagil qui tenait je me souviens Numa plus du nom. Rodagil qui tenait la boutique Arkham il y a un bout de temps. Je me souviens plus du nom, mais c'est une émission que je trouvais excellente en fait. Ça a été un de mes premiers portails vers le monde geek. Et j'avais appris il y a quelques années que même Superman, je crois qu'il était carrément mort. mais je connaissais rien, j'avais pas lu les comics, et je m'intéressais pas plus que ça à l'univers. D'ailleurs, pour moi, Superman, c'était peut-être un super-héros un peu chiant. Et le fait que j'ai apprécié la série, ça a montré que la volonté des producteurs, des scénaristes de faire quelque chose de nouveau, ça a complètement marché, puisque ça a plu à quelqu'un comme moi qui n'était pas spécialement fan de l'univers Superman. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de gens qui ont découvert Superman avec cette série dans l'assemblée là, et qu'il n'y a pas eu d'appréhension de type putain, mais ça va être le héros de mon enfance, qu'est-ce qu'ils vont en faire Tout à fait, ouais. Et je pense que c'est un truc vrai pour nous, c'est un truc vrai pour tous les Français qui ont entre grosso modo un petit peu moins de 30 ans et 40 et quelques. Et c'est peut-être moins vrai aux États-Unis en fait, dans le sens où il y a une grosse culture Superman, mais c'est effectivement leur culture, parce que c'est un des premiers comics que j'ai eu l'occasion de voir, et puis qui était fait déjà à une certaine image à l'américaine. Nous, c'était un héros qu'on connaissait effectivement, comme dit, à la pop culture, mais c'est aussi quand même un héros d'enfance, et je pense que c'est une série qui a été je pense qu'ils n'avaient pas prévu que en recréant cette série que ça allait relancer une franchise. Réiconiser le personnage, ouais, de cette manière. Parce que moi, typiquement, Superman, c'était l'un des, pas mon héros d'enfance, mais l'un de mes héros de mon enfance, parce que forcément j'avais les films de Donner, et je me disais, mais sans le traduire comme ça, je me disais, mais ça peut pas être une icône filmique, et déjà j'étais loin de me douter qu'il y avait des BD avant. Comment ils vont faire pour l'adapter au petit écran? Et j'étais vraiment anxieux, quoi. En héros d'enfance, après on a chacun une autre version, parce qu'on a né sur une génération, même si entre 80 et 90, c'est que moi je sais que Superman reste un héros d'enfance, mais j'avais 10 ans, et c'était aussi peut-être l'aspect, il y a
un beau jeune homme, une belle jeune fille qui se rencontrent, ils vivent des aventures. Et après, on a eu aussi cet héros d'enfance. À l'inverse, il y a eu Batman aussi qui est plus ou moins sorti juste avant, mais qui avait déjà une icône tellement plus pesante et présente en termes marketing et autres, qui prenait plus d'espace et j'ai l'impression que ça t'a bien marqué parce que t'es venu avec un t-shirt, une casquette, une cape. Mais je toujours, c'est une cape d'enfant, elle est très vieille, voilà, je l'ai gardée et ça reste toujours une icône. Enfin, j'ai l'univers autour de Superman. Et du coup, est-ce que vous suiviez la série en temps réel une fois que vous l'aviez découverte ou c'était du picorage? J'ai l'impression que c'était un peu le cas comme ça pour Nico. Toi, tu picorais? Oui, après j'ai fini par tout voir parce que je crois, encore une fois, je parle vraiment de mémoire, mais je crois qu'M6 a diffusé ou rediffusé les épisodes à un moment chaque jour. Donc j'ai pu les revoir comme ça. À ce moment-là, j'avais des horaires qui me permettaient de les voir. Il y a des chances qu'ils leur diffusaient au créneau horaire entre 16 et 18, un truc du genre. Ouais. Je pense que moi j'ai quasiment tout vu aussi. Je pense ils ont dû diffuser une ou deux saisons et puis après ils ont rebouclé parce qu'ils n'avaient pas la suite. Et puis après, ils ont rediffusé un peu dans le désordre, avec des épisodes qui se suivaient pas forcément et une logique de diffusion hertzienne de l'époque. Oui. C'est tout le cycle de rediffusion M6 qui perdure encore aujourd'hui. Devant ton micro. Avec Desperate Housewives ou Malcolm ou ce genre de choses où ils font pas forcément dans le même ordre. Moi, j'ai beaucoup regardé sur Teva, qui est une chaîne du câble de M6 et ils rediffusaient tout le temps. Et après, ils ont continué justement avec Smallville, etc. Faire pareil. Yasmina? Oui, en fait, moi, je me souvenais d'un truc, c'était que pour reconnaître si c'était une rediffusion ou non, je regardais la coupe de Terry Hatcher. En fait, ça vient de me venir. S'il y avait les cheveux un peu longs au carré, c'était la première saison. Si c'était un peu plus court, c'était les nouvelles. Enfin, et j'arrivais à reconnaître comme ça, ouais. Bon, qu'est-ce qui vous plaisait dans la série? Il va y avoir une unanimité sur Terry Hatcher, je le sens. Pas les effets spéciaux, ça c'est sûr. Mais bon, on s'en rendait pas compte quand on était jeune. Hein. On avait bien compris que voilà, les plateaux, la fumée, je pense qu'ils devaient être accroupis pour se lever au-dessus du fumée et faire genre ils volent, mais bon. Je pense qu'il y avait un budget tatami assez conséquent. Aussi, mais non, déjà en fait, moi je pense, à 10 ans on se rend pas compte et tout, mais on a les acteurs, on a déjà un très bon jeu d'acteur. Enfin, jeu d'acteur, on a Dean Cain et Terry Hatcher qui jouent très très bien ensemble à l'écran, qui ont une belle alchimie. On a une maman très présente et pesante qui est toujours là pour recoudre le costume. On a quand même un Perry White qu'on a envie de voir, qui est toujours impliqué dans un gros nounours, un gros nounours, et un méchant surtout toujours présent qu'on apprécie et qu'on a vraiment envie d'haïr, mais en même temps qu'on dit mais je veux revoir Lex Luthor. Et je pense que c'est une des premières séries où j'ai découvert un méchant auquel j'avais envie qu'il s'en aille et qu'il se batte, mais en même temps, non, faut qu'il revienne. Quelle incarnation, hein. Ouais. Alex? Ouais, les acteurs, bien sûr. Moins sur Dean Cain et Terry Hatcher, surtout avec le recul, moins séparément que ensemble. En fait, je trouve que la dynamique entre les deux fonctionnait bien. Et après, individuellement, on en a parlé tout à l'heure, Lex Luthor, Lane Davis qui fait Perry White. Ils ont eu 2 ou 3 méchants sympas. Il faudra qu'on parle de Tempus à un moment ou à un autre dans le déroulement de l'émission. Il cabotine beaucoup, mais c'est bien dans l'esprit de la série qui se prenait pas trop au sérieux. Et je dirais que ce que je garde le plus, c'est que c'était bien équilibré en fait. C'était fun à suivre. Tout en ayant des petits côtés dramatiques, etc. Par contre, pour avoir revu des épisodes, je suis désolé, les parents, c'est insupportable. Je me souviens pas trop de Martha et Jonathan, pour le coup. Je me souviens, je les trouvais choupi, mais en même temps, comme l'intégralité du casting, en fait, tout le monde était bienveillant, tout le monde était adorable, quoi, tu vois. Ils sont choupi quand t'as 10 ou 13 ans, t'aimerais bien que ça soit tes parents, mais là, c'est pas possible. Puis il faut dire ce qu'il y a, le Kansas, tout le monde vote pour Trump, hein, faut pas oublier. Oui, c'était Trump? Non, oui, il était déjà là, mais on votait pour qui dans les années 90 à droite, Nico? Bob Dole, je crois. Ah, oui, il est pas resté dans. En fait, c'était Bush. T'as pas de micro. C'était Clinton, c'était le premier mandat de Clinton, je pense. C'était les années Clinton. On est vraiment plein dedans. Et Bush senior avait perdu l'élection en 92, mais je sais pas combien de voix il avait ramassé dans le Kansas. Et ensuite, je crois que c'était Bob Dole, ou peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre, mais je sais plus. Alors moi, je suis pas trop d'accord pour les parents de
de Clark, parce que justement, comme Audrey disait, il y avait toute cette ambiance de famille, en fait, familiale au boulot, avec Jimmy, avec Perry White qui agissait comme un peu un père de substitution à Clark et à Lois, ou à Jimmy, oui, surtout à Jimmy. Il y a une super relation entre les deux. Ouais. Et justement, c'était quelque chose aussi que, alors, je me rappelle plus trop dans les premiers comics, mais par exemple, Richard Donner avait cassé ça en faisant mourir Jonathan, où il y avait cette histoire de origin story où mon père est mort, alors du coup je vais aider les autres, enfin un peu comme Spider-Man qui va aider les autres parce qu'il a pas. Suite à la mort de son oncle, ouais. Ouais, suite à la mort de son oncle. Alors que là, en fait, Clark Kent, il aide les gens parce que c'est la bonne chose à faire, quoi. Il y a un potentiel gentillesse, en fait. Bah, il a été bien éduqué par papa et maman, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment le côté américain pur jus, boy scout, qui, tout en restant un petit peu sassy aussi avec les méchants et tout ça. C'est ce que j'allais dire, quand même, un aspect qui me plaisait bien aussi rétrospectivement, c'est que c'était fun, quoi. Enfin, il y avait quand même pas mal d'humour. Et puis effectivement, bon, l'héroïne, le fait que Loïs aille toujours se mettre dans des situations invraisemblables et que parfois elle sache s'en sortir sans que Superman vienne la sauver. Bon, pas toujours, mais ouais, pas toujours. Tu voulais ajouter un truc pendant que Clément parlait, Alex? Non, j'allais dire qu'effectivement dans les comics il y a eu différentes interprétations, certaines années ou certaines décennies en fait son père était mort, d'autres son père était vivant, et ils ont suivi parfois les choix qui étaient faits à la télé ou sur grand écran. En fait, ils avaient tendance à essayer de se caler un petit peu et ça donnait une série d'années avec un Superman. Alors moi je suis plus fort sur ce qui a été fait sur Batman, mais ils faisaient des choix, ils calaient des choix, et je peux dire ce que j'ai dit sur les parents qui sont rétrospectivement, c'est mielleux et tout, mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'ils ont fait sur le DCU. Le père Kevin Costner, il est un super. Il se prend une tornade. Oui, c'est sûr. Il dit des choses horribles. Il dit qu'il ne doit pas sauver le monde. Non, mais c'est parce que là, dans la série, pour moi justement, on va créer un super héros. Enfin, un super héros va se créer, pas sur une base de drame. On est, enfin, toute sa vie va bien, c'est vraiment bien. Il arrive dans une nouvelle ville, il va découvrir un nouveau travail, il découvre ses pouvoirs, et voilà, en fait, il est jeune et il a un avenir. C'est son choix. Je passe sur une mort encore constante. Un élément dramatique qui fait que ça va transformer. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Alex, parce qu'en fait, quand tu disais que les comics s'adaptaient à ce qui se faisait sur le média mainstream du moment, que ce soit le cinéma ou la télé, je crois que c'est par rapport à la série et donc au mariage de Lois et Clark dans la série qu'ils ont décidé que les personnages devaient aussi se marier dans les comics. Je crois que ça date de ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, ils ont marié Lois et Clark suite à la série, ou à l'annonce que c'était fait dans la série, ils sont restés un tout petit peu synchro. Et en fait, en révisant un petit peu, en relisant le trivia d'IMDb, il n'y a pas de secret, j'ai découvert un truc, c'est que l'arc le plus connu, en fait, qui est la mort de Superman dans les années 90, a été fait pour gagner du temps par rapport au succès dès la première saison de la série, qui avait effectivement une bonne audience, et le fait que les producteurs avaient très tôt pris la décision très tôt de les marier sans attendre, elle a été virée pour ça d'ailleurs, la showrunner. Okay. Apparemment, elle a été virée parce que elle prévoyait de finir la série sur le mariage. Les producteurs lui ont dit non, on va les marier pendant la série assez rapidement. Et donc les éditeurs qui dirigeaient les séries de comics, parce qu'il y en avait plusieurs sur Superman, ont dit ok, on a besoin de gagner du temps. Et il y a une petite phrase fameuse qui dit que le rédac chef de DC à l'époque, je sais plus qui c'était, a dit bon, on a qu'à le tuer, basta, allez, et puis on avance. Et ils ont fait tout un truc qui a duré un an et demi, qui leur a permis de patienter. Et quand il a ressuscité, qui s'est réintégré en quelques mois dans les séries, derrière ils ont enchaîné sur le mariage. D'accord. Quelqu'un d'autre pour dire ce qui lui plaisait dans la série? Juste pendant que tu parlais qu'il était jeune, qu'il arrivait dans sa nouvelle ville et tout, j'ai eu un flashback d'une scène qui m'avait bien plu quand je regardais la série. C'est un moment où il doit déménager et il fait son déménagement genre en 30 secondes. Tu le vois qui répare complètement son appartement, qui fait les caisses et tout. C'est ça, en 30 secondes. Clément. J'étais très jalouse. Ce qui était cool à voir dans cette série, c'est justement l'utilisation des pouvoirs de Superman au quotidien.
Alors il y avait dans l'investigation, pouvoir voir à travers toutes sortes de matières, bon sauf le plomb, etc. Donc ça aide pour les enquêtes et tout. Et là j'ai revu un épisode pour réviser. Et ce qui est incroyable, c'est que ils font la même erreur dans les comics, c'est que il doit taper un article. Alors il le fait vachement vite sur son ordinateur des années 90, hein, Windows 95 on va dire. Et justement l'ordinateur suit le rythme, donc il a aussi un super ordinateur, ouais. Tu vois. C'est... Moi je me souviens que ses super pouvoirs, il utilisait ses yeux, le laser de ses yeux pour cuire ses œufs le matin. Il y a une autre séquence où il joue au ping-pong contre lui-même. Ouais, et c'est une des premières séquences que j'ai vues en fait qui m'avait bien marqué, ça m'a bien fait rire. Enfin le côté vie quotidienne, voilà, c'est un type qui en profite un peu et ça m'a fait exploser de rire. Je pense. Mais pour revenir à ce qui me plaisait dans la série, oui, c'est cette espèce d'insouciance assez constante. Enfin, on n'a pas trop peur de ce qui se passe, hein, mais il y a quand même deux éléments qui m'ont poussé à voir la série de manière assidue, et une fois que ces deux éléments ont disparu, parce qu'ils ont disparu à mon avis, je suis devenu beaucoup plus critique. Et le premier élément, c'était la place du méchant, puisque dans la saison 1, Lex Luthor est vraiment le bad guy number one et restera le méchant qui sera impossible de remplacer. En fil rouge. En fil rouge, ouais. Oui, il est là en guest dans la saison 2 et 3, mais absent totalement de la saison 4. Et c'est un méchant tellement charismatique, tellement voilà, antithétique hein, de ce qu'était Clark Kent, que vraiment moi j'étais un fan absolu. Et sa disparition à la fin de la première saison va déjà créer un premier gap entre la série et moi. Mais je vais continuer de la regarder parce qu'il y a un autre élément, il y a un deuxième élément qui faisait que je regardais cette série, c'était précisément leur histoire à eux, Lois et Clark, leur histoire d'amour qui obéissait au code de la comédie américaine. Et cette histoire était hyper intéressante tant que Lois Lane n'avait pas découvert que la véritable identité de Clark Kent était Superman. Tant qu'il y avait cette espèce d'ambiguïté, je trouvais que c'était excellent. À partir du moment où la révélation se fait et finit par être assumée, je trouve que ça se barre un peu en couille. À moins que quelqu'un veuille réagir à ce que vient de dire Nico, oui, Clem. En même temps, je me souviens aussi qu'au bout d'un moment, à un moment, il faut qu'elle devine, quoi. Ils ont justement essayé de maintenir l'ambiguïté le plus longtemps possible, mais au bout d'un moment, ça en devenait ridicule. Même moi, à 10 ans, je m'en rendais bien compte que... Surtout avec les lunettes, quoi. Ouais. Non, même au-delà des lunettes, mais juste, ils sont fiancés ou presque même mariés, et elle sait toujours pas qu'il est Superman, et... Alors oui et non, justement, c'est que la question que je comptais vous poser, c'est que faire une espèce de melting pot de scène culte, on avait déjà commencé, mais moi, la mienne, que j'avais trouvé super audacieuse pour l'époque, parce que je le traduisais pas consciemment comme ça, mais je trouvais que la série était cheesy, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que c'était encore une fois choupi, mignon, quoi, tu vois. Et je trouve que Terry Hatcher était extraordinaire parce que justement c'était pas la damsel en détresse, justement, elle était futée. Et elle comprend qu'au bout d'un moment, je sais plus quels sont les indices, mais elle comprend quand Clark, elle est déjà avec Clark et il est depuis quelque temps, il lui fait sa demande et elle lui demande non mais c'est Clark Kent qui me demande au mariage, et il lui enlève les lunettes et il lui fait c'est Superman. Et c'est la fin de saison 2 et t'as Dean Cain qui a l'air d'un con qui dit d'accord. Je sais pas si elle était très futée, elle était très impertinente et c'est ce qui faisait que moi ce que je trouvais très drôle. Elle était très impertinente. Après, si tu dis qu'elle est très futée par rapport au fait que dans les comics, ils ont mis 60 ans à passer le cap, ok. De mémoire, moi, non, pas de mémoire, en fait, j'avais un vague souvenir et j'ai revu 3 ou 4 épisodes avant de venir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les revoir, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Il y a des moments où, en fait, c'est pas par rapport à l'identité de Clark que ça va pas, c'est qu'en saison 1, j'ai revu 2 épisodes de la saison 1, son comportement par rapport à Lex Luthor, ça va pas du tout. Clark sait que Lex Luthor, il lui dit, Lex Luthor, ça va pas. Lex Luthor, c'est la source de tous nos problèmes depuis que je suis arrivé en ville, etc. Et elle est là, bon d'accord, j'accepte de t'épouser, Lex, voilà. Accepter une demande en mariage de Lex Luthor à la fin de la saison. Ouais, mais ça aussi, c'est dans le triangle amoureux qu'ils ont formé, qui était peut-être plus accentué que n'importe quel autre médium où il y a eu une adaptation, tu vois. Mais justement, je pense que c'était gros, ils grossissaient les traits, mais c'était efficace. C'était mieux fait dans Smallville. Ça, je dis rien. C'était pas très crédible. Enfin, je me souviens m'être dit que c'était bon, c'est bien qu'elle va pas vraiment l'épouser, en fait. L'esprit critique à 10 ans déjà. Il y avait pas vraiment dangereux sur ce point-là, quoi.
Yasmina, toi, c'était pas quelque chose qui t'interpellait? Si. Moi, par contre, avec le recul, ce qui m'interpellait, c'est que je me disais quand même, Lois est un peu idiote. Et là, par la suite, j'ai découvert les films avec Christopher Reeves, et je me suis rendu compte que son jeu, en fait, il faisait en sorte à ce que vraiment ça ait rien à voir la personnalité de Superman et de Clark Kent. Et la frontière est beaucoup plus mince dans Lois et Clark. Jim Kay n'arrive pas trop à jouer deux personnages totalement différents. Et je pense que c'est ça aussi le petit souci avec Lois ne sait pas. Enfin, c'est évident quand même. Stupide. Bah ouais, mais bon, c'est évident quand même. Dites, c'est quelqu'un qui réagit sinon. En fait, c'est cette espèce d'invraisemblance, comme quoi elle le reconnaît pas. D'ailleurs, personne ne le reconnaît. Hein. Enfin, il y a des gens qui fréquentent Clark Kent, qui le connaissent, et qui détectent pas que c'est Superman. Enfin, cette invraisemblance-là, elle habite toute la saga. Mais je trouve qu'en fait, je crois que les scénaristes, ils s'en rendaient compte parce qu'à un moment, la divulgation d'identité, elle se fait de manière super drôle dans un épisode où c'est un méchant qui s'appelle Tempus, justement, qui balance en fait cette idée-là. Et justement, on disait que Lois avait été stupide, mais lui, ce méchant, on va dire à Lois, mais dans le futur, parce qu'il vient du futur, dans le futur, on va vous prendre pour une stupide gueule, quoi, parce que franchement, vous vous rendez pas compte que le type, quand il retire ses lunettes, c'est Superman. Il le fait de manière super drôle. Ah, là, je suis Clark. Ah, je suis Superman. Tout en retirant et en remettant les lunettes. Et c'est une séquence extrêmement marrante qui montre qu'au fond, voilà, les scénaristes, ils avaient bien conscience du problème et ils l'ont évacué par l'humour qui domine dans toute la série. Mais si tu enlèves les lunettes de César et que tu lui mets une perruque, est-ce que tu le reconnaîtrais dans la rue? Oh merde. C'est incroyable. Merci d'éventer mon secret. Clément. Justement, il y avait plusieurs aspects. Enfin, avec la série, il se permettait des choses un peu plus méta que d'autres médiums, parce qu'il se disait, bon, c'est une série, c'est pas canon en fait, c'est pas les comics ni rien, donc on peut se permettre de faire des trucs méta. Là, j'ai vu un épisode justement avant de venir où il y a une relation très forte entre, comment il s'appelle, Perry White et Jimmy Olsen. Ils pensent qu'ils vont mourir parce que il va avoir l'apocalypse, je sais pas quoi. Et à la fin, du coup, ils disent, ils voient Clark et Lois qui ont l'air troublés en fait parce qu'il se passe quelque chose entre les deux. Et puis ils se disent, pourquoi on se croirait dans une série où on est des personnages secondaires? Tu crois pas, Jimmy, que notre histoire est plus intéressante? Ah bah oui, Perry, oui. Qu'est-ce que je reviens sur la question que j'ai commencé à vous poser tout à l'heure. Quelles sont les scènes cultes dont vous vous souvenez pour une raison X ou Y, que ce soit l'humour, que ce soit l'émotion, un truc du genre? Bah ça a été dit moi. Hein. La scène de j'enlève les lunettes, je suis Superman, je mets les lunettes, je suis Clark. Et en fait j'ai gardé vraiment ce souvenir quand j'étais gamine parce que je me suis dit bah enfin c'était le moment que j'attendais. Je me suis dit il y a enfin quelqu'un qui le dit quoi. C'est pas possible du haut de mes 7 ans de me dire mais ça va de soi, Comment elle a pu ne pas le voir? Voilà, surtout ça. Et le mariage, bien sûr. Le mariage. Ah oui. Alors moi, je me rappelais des épisodes que j'ai revus en fait, ceux que j'ai choisi de revoir. Celui de la demande en mariage, qui m'avait laissé un souvenir. J'avais rien vu depuis 20 ans et je me souvenais encore que ça m'avait profondément agacé. Tempus, donc l'épisode où il voyage dans le temps, voilà. Et le retour de Lex Luthor quand il ressuscite et qu'il est chauve. Et je le trouvais effrayant là quand j'ai revu l'épisode hier soir. Je me suis dit c'est quoi ce postiche qu'ils lui ont mis c'est pas possible. Mais John Shee était extraordinaire. J'avais peur en fait. Il sort d'une cage en verre avec de la fumée, c'est ridicule. À 12-13 ans, j'avais peur. Et il y a un dernier que j'ai pas revu. Le streaming gratuit a épuisé. Je voulais pas donner mes coordonnées. C'est l'épisode où Lois elle a les pouvoirs de Superman. Ultra Woman. Et je regarde un souvenir d'avoir rigolé pendant tout l'épisode. Où elle dit justement, les gens vont me reconnaître. C'est pas possible. Et lui dit, t'inquiète pas, tu mets tes cheveux en broussaille et ça passe. Tellement super que cet épisode que Grant Morrison l'a adapté du coup dans son run All Star Superman dans les années 2000. Ouais, effectivement. Où justement, au même moment où, parce qu'à la fin de l'épisode, elle accepte la demande en mariage de Clark. Clark lui demande si c'est Lois Lane qui lui demande ou si c'est Ultra Woman. Et dans le même contexte,
dans le comics All Star Superman, Grant Morrison a repris l'idée. Faut lire All Star Superman. C'est le truc de Morrison. Peut-être la meilleure histoire, une des meilleures en tout cas. Une des meilleures. Audrey, t'as un moment culte? Je reste un peu sur le même moment. Il y a la scène du mariage. Après, il y avait, pareil, comme c'était la petite dizaine d'années, il y avait des petites scènes qui, des fois, pas choquaient, mais faisaient un peu peur. Je prends une scène où Lois était remplacée, elle mangeait des grenouilles ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait toute une scène où on sait que c'était pas elle et c'était un peu genre, enfin, des petits trucs comme ça qui, oui. Mais ça m'avait choqué. Je me dis, oh non, mon Dieu, c'est pas Lois, c'est tout. C'est pas vrai et tout, c'est pas passé. Voilà, et c'est des petits trucs comme ça qui voilà, mais sinon, ça reste plus ces beaux moments, les moments où Dean était un peu niais. Et effectivement, il y avait très peu de différence entre le Superman et Clark. Il me dit, 3 fois qu'il est devant toi, comment tu peux pas remarquer et tout. Donc, plus des petits moments comme ça qui, moi, ils reviennent et qui me font rire, autant qu'ils me dégoûtaient quand j'étais petite, genre, oh mon Dieu, mais je me pensais pas que cette série pouvait être comme ça. Et puis voilà, vraiment cette scène de mariage, elle demande des trucs comme ça même. Et un Lex Luthor. Qui patronne. Clem, puis Nico. Bah, pas grand chose de plus. Si, pour moi, l'image qui récapitule la série quand même, c'est Lois Lane qui est en train de tomber d'un immeuble en criant Superman au secours. Ce qui est quand même un peu iconique, voilà. Et ma deuxième scène préférée, parce que la précédente, je la racontais il y a 10 minutes, c'était celle de Tempus, hein, qui balance la vérité à Lois Lane. Et l'autre scène préférée, c'est une scène qui est pas forcément très connue, c'est une fin d'un épisode de la première saison, où dans lequel cet épisode, un petit rappel du contexte, Lex Luthor avait fait croire que le réchauffement de Métropolis, le réchauffement climatique, hein, pour embrayer sur les questions politiques évoquées par au début de l'émission, c'était de la faute à Superman, c'est ça? C'était de la faute à Superman. Et bon, il se fait démasquer plus ou moins et il s'engage à réparer les dégâts causés à cette occasion. Donc tu le vois, je crois, de dos, accablé, à se dire, à compter les millions, les milliards qu'il a dû engager pour réparer les dommages, pour verser des indemnités. Et puis tout à coup t'as son majordome, je crois qu'il s'appelait Nigel, qui est d'ailleurs un majordome, un second rôle, voilà, qui est la version maléfique d'Alfred de Batman, qui a d'ailleurs le même parcours, c'est un ancien agent secret, je crois, enfin bref, et qui s'amène vers Lex Luthor, petit sourire en coin, en disant oui, effectivement vous avez engagé pas mal de dollars pour réparer ces dégâts causés par la vague de chaleur. Voici maintenant les bénéfices retirés de la vente des ventilateurs, des systèmes de climatisation. Et là, t'as Lex Luthor qui découvre le paplard, et qui fait un grand sourire et qui se met à chanter un truc à la Aznavour. Enfin, c'est vraiment, mais là, je crois que je suis définitivement tombé amoureux du personnage, quoi. Oui, je suis gay pour Lex Luthor. C'est vraiment hyper drôle et je trouve que ça résumait très bien ce que c'était que la série. C'est qu'au fond, voilà, ça se prenait pas trop au sérieux, c'était marrant. Même le méchant était marrant. Et puis il y a le côté comme disait, enfin moi ça me rappelle aussi, je disais encore une fois les effets spéciaux, je étais quand même peut-être jeune mais je me rendais compte quand même que c'était pas foufou et qui me faisait rire que quand elle tombe de l'immeuble, on a l'impression qu'elle fait une brasse de nage arrière. C'est vrai. Je peux vous le dire. Ouais. C'est voilà, ou quand elle est portée à chaque fois par Superman ou qu'on a l'impression qu'elle est en train de marcher dans les airs, de patauger. Et donc c'est effectivement, elle a pas eu vraiment d'entraînement d'effets spéciaux. Lois s'est juste laissée embarquer par les câbles et ça se voyait déjà quand on était jeune. C'était les années 90. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très étrange qui se passe, c'est que quand Superman touche quelqu'un, cette personne n'est plus sujette à la gravité. Elle arrête de tomber. Oh oui. Genre, il la tient par la main, elle flotte comme elle lui, flotte aussi. elle est pas en train de tomber et il la tient, quoi. Ça me gênait pas trop à l'époque. En fait, aujourd'hui, ça me fait rire, mais en fait, j'avais pas de souvenir de me dire c'était vraiment terrible, etc. C'est un truc que tu mesures beaucoup par rapport au recul, en fait, à mesure que la technologie a progressé. Il y a quelques années en arrière, il y a pas d'années en arrière, j'ai vu Babylon 5 par exemple, où Babylon 5 était juste avant un changement de génération dans la démocratisation des effets spéciaux en fait à la télé. Et moi j'ai pas vu Babylon 5 en live, je l'ai vu 5 ans d'écart et ça rendait les 2 premières années de la série difficiles à voir en fait.
Ouais, mais ça apportait, je trouve, un côté kitsch naturellement et ça va avec dans l'humour. Et je pense aussi que ça va dans la réalisation de créer quelque chose, un décalage dans les effets. On s'en rend compte et c'est moche, mais ça va avec le personnage presque. Et puis l'histoire est faite pour que ça soit pas non plus des Superman qui va, je sais pas, dans le soleil comme dans beaucoup de comics. Dire que moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires justement investigation et il y a des méchants, c'est l'intergang et c'est vraiment la mafia. Superman se bat contre la mafia. C'est plutôt des adversaires de Batman, street level, etc. Et comme j'imagine que c'est au niveau budget, on pouvait pas faire n'importe quoi. Quand Superman va aller arrêter un astéroïde, c'est hors champ. Voilà, forcément. L'intergang, pour moi, c'est un symptôme d'un problème rencontré par la série, à savoir l'impossibilité de trouver un méchant de l'ampleur de Lex Luthor. Après la disparition de Lex Luthor, il y a des méchants qui sont pas inintéressants. Il y a Tempus, il y a effectivement cet intergang qui apparaît de manière parfois épisodique. Pardon ? Il y a Jor-El aussi, je crois. Enfin, il y a un truc à Krypton à un moment. Il y a les Kryptoniens qui reviennent à un moment. Il y a un couple de Kryptoniens, oui. Et le père de... l'oncle peut-être de... C'était pas Jor-El, c'était Zor-El, oui. Il y avait aussi, je crois, carrément même une officine du gouvernement américain qui planquait les ovnis. Je crois me souvenir qu'il y a eu, ils ont même affronté les conspirateurs d'X-Files. Et parce qu'ils avaient notamment récupéré le vaisseau dans lequel... comme on l'appelait, Superman, voilà, Clark est arrivé sur Terre, mais voilà, en fait, on se rendait compte épisode après épisode que les méchants c'était pas ça. Je crois ils étaient à ce point en manque d'imagination à un moment qu'ils se sont lâchés au point de mettre les nazis dans un épisode. Les nazis prenaient le pouvoir à Metropolis. Alors évidemment ça m'intéressait, j'aime beaucoup les nazis au cinéma, nazis de l'espace. Mais ça devenait quand même complètement nawak. C'était des méchants comme disait c'est Clément. Il y a aussi une identité qui se crée un peu comme dans l'univers de Spider-Man, c'est que il va commencer par son quartier, et sa ville, il commence à devenir un super-héros, il l'apprend, donc on va pas lui mettre un Doomsday demain. Voilà, il faut qu'il commence par des petites choses à la con, les vols, le quartier. Cela dit, ce que dit Nico, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il a tellement patronné le père Luthor qu'après c'était difficile de relever un niveau identique, quoi. Mais vous vous souvenez d'ailleurs, parce que on parle beaucoup de lui, alors qu'on vient de le dire, il a juste été un acteur régulier dans la saison 1 et donc saison 2 et 3, il faisait juste quelques petites apparitions. Il est totalement absent de la 4, il a fait juste un caméo vocal, c'est dire si l'acteur était peut-être occupé par Mutant X justement, mais à part Tempus, Alex t'avais l'air d'avoir retenu aussi ce personnage et le fameux intergang. Moi les Kryptoniens méchants là qui faisaient le même chose que Superman 3 en moins bien. Moi je me souviens d'aucune autre menace particulière. C'est votre cas ou? Moi je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué avec Miss Picklitz. La lettre qui vient de la 5e dimension dans les comics de Superman et qui souvent quand il apparaît c'est pour faire parce qu'il veut s'amuser et comme il peut manipuler la réalité il en fait qu'à sa tête et il change le monde de Superman, etc. Et il y a un épisode comme ça et moi qui m'avait beaucoup marqué parce que j'apprenais un peu la mythologie Superman et je me dis tiens ce personnage il est complètement out of nowhere. Très sympa, mais après c'est vrai que comme toi César, il y a peu de méchants dont je me souviens vraiment. Outre Lex Luthor. Moi j'ai pas de souvenir de grosses apparitions de Kryptonites aussi. Il y a pas de... il y en a eu, mais c'est très peu. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant parce que Superman pour l'instant n'est pas si présent. Effectivement, ouais, mais maintenant que tu le dis. Peut-être heureusement parce que si ça revenait en boucle, la kryptonite à force d'être vue, ça serait d'être une menace. Pour finir sur justement, enfin ce qui me concerne sur l'intergang, c'est d'autant plus dommage que je trouvais que la création était en fait assez intéressante. D'autant que l'intergang il était dirigé par un acteur qui était plutôt connu, je crois que c'était Robert Culp. Fait des collabos nazis, c'est ça? Non, il a souvent joué des assassins dans Columbo. Mais c'est un acteur plutôt connu, c'est un second rôle plutôt connu, il a même été premier rôle de série américaine et tu te souviens tu sais qui c'est? Robert Culp. Et vous l'avez forcément vu dans Columbo ou d'autres séries. Il avait même joué dans une série où il était premier rôle avec Bill Cosby.
mais je sais plus comment ça s'appelle. Et là, je vois ce type qui est assez connu. C'est une tête que je reconnais dans le rôle du chef de l'Intergang. Je me dis, il aura un rôle sympa. Il va peut-être y avoir une espèce de montée en puissance de l'Intergang, et finalement pas du tout. Ce personnage-là est arrêté un peu n'importe comment par Superman à un moment, et ça s'arrête là. D'où déception, mais à ce moment-là, je commençais vraiment à me dire pourquoi je regarde. Oui, bah justement, on n'a pas encore parlé de la chute de qualité, on va dire, au cours des saisons, et surtout de la chute des audiences, en fait, au fur et à mesure, parce que ils ont un peu vécu la malédiction des couples qui se forment sur la fin. De lune, Voilà, c'est ça, c'est que après, dès le mariage, il me semble que ça a fait une chute vertigineuse et qu'il n'y a pas pu avoir de saison 5 alors qu'il y avait un cliffhanger à la fin de la saison 4. Ah, alors justement, c'est marrant parce que moi je l'ai pas vécu comme un cliffhanger, moi je l'ai vécu comme une fin ouverte de la série et ça m'a pas du tout déçu. Vous vous souvenez de la fin? Yasmina, oui, Alex, oui, tout le monde. Donc en gros, bah ils arrivaient pas à avoir d'enfants et il y a un gamin kryptonien qui retrouve sur leur terrasse, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin au pas de leur porte, je sais plus exactement. Avec un petit mot qui dit bon bah voilà, ce gamin il est le vôtre. Mais on sait que c'est un bébé kryptonien. Il a une cape rouge autour de lui avec un gros S, donc bah oui, d'accord. Voilà. La boucle est bouclée. Et non, c'est Lex Luthor bébé à la suite d'un paradoxe temporel. Ah, c'était donc ça. Mais vous connaissez parce que le producteur de la saison 4 avait des plans pour après, vous savez ce qu'il a dit après de ce qui aurait pu se passer si la série avait continué? Si, ils allaient élever l'enfant qui allait grandir très très vite et après je sais plus. C'est ça. En gros, ils allaient comme tous les enfants magiques de séries télé. Voilà. C'est ça, comme dans le dernier Twilight. Il y a pas une invasion de kryptoniens, un truc comme ça? Alors, fin de saison 3, t'as New Krypton, en gros, l'arc New Krypton qui reforme un peu à leur sauce avec beaucoup moins de budget évidemment, et ça se poursuit jusqu'à la saison 4 en fait. Tu sais, il y a un moment, il a son costume noir là. Costume noir, ça argenté. Ouais, parce qu'on lui demande de gérer Krypton et il accepte plus ou moins forcé, je sais plus pourquoi. Et vous vous souvenez en gros des arcs des saisons 2, 3, 4 parce qu'en gros c'est comme tu le signifiais en fait, une fois que t'as la saison 1 et le départ de Luthor, après va trouver des arcs qui réussissent à tenir l'attention autre que celui justement de la relation entre Clark et Lois. Ah non. Après ça, pas de souvenir. Hein. Moi j'ai pas vraiment de souvenir de cette suite. Je me souviens, je continue de regarder et j'ai des moments forts sur leur relation dont je me souviens, mais pour les arcs. Bah moi j'ai identifié quelques fins d'arc parce que généralement ça se finissait par des doubles épisodes. Et tu réussissais à voir que finalement. Je ne réussissais pas toujours à voir parce qu'en fait M6 les diffusait, normalement c'était un épisode par soir. C'était une fois par semaine je crois. Et parfois du coup fin de saison ils diffusent 2 épisodes sauf qu'ils le préviennent pas. Et du coup bah j'arrête après le premier épisode et le lendemain, la semaine suivante je suis là sur l'écran pour savoir comment ça finit, et puis non, on retombe sur le diffusion du premier épisode de la première saison. Donc j'ai dû louper pas mal de fins de saison comme ça. Ça reste une grande frustration. Est-ce que vous voyez des trucs à ajouter sur la série, des trucs moins plaisants déjà qui vous déplaisaient pour l'époque ou alors moi il y a un truc, je pense que surtout côté VF, le vouvoiement constant, alors que même ils sont en couple. Même quand ils étaient ensemble, c'est vrai. Voilà, ouais. C'est insupportable. J'en ai revu, je disais hier soir. Alors, je les ai pas vus mariés, je les ai même pas vus en couple. Je suis pas jusque là, mais ils se connaissent depuis 1 an. La série, on va dire qu'elle se passe en temps réel, donc ils se connaissent depuis 1 an et demi. Et ils font un rencard et tout, et ils se voient encore. Je me rappelais absolument pas de ça. Et il commence à se tutoyer une fois qu'il a fait sa proposition. C'est marrant parce que là, ça vient de faire un flash et effectivement, il y a la dernière brique qui vient de se mettre dans la ligne de Tetris et là, ça me revient, ouais. C'est saison 3 quand il la suit pour dire mais comment ça, t'es au courant, etc. Et il commence à la tutoyer, effectivement. C'est ça. La demande en mariage, c'est le cliff de la fin de saison 2. Ouais. Mais sur la version française, j'aimais beaucoup le doublage. Là encore, enfin, je suis très sensible à la question du doublage, surtout pour ces séries, les séries de cette époque-là. Et les voix françaises de Terry Hatcher et de Dean Cain, et même celles des autres, mais qui étaient peut-être davantage plus mainstream, on va dire. Mais les voix françaises des 2 acteurs principaux collaient là encore tout à fait au personnage. Je crois que c'était Emmanuel Curtil pour Dean Cain, mais pour Terry Hatcher, j'avoue, je me pose la question. Alors l'anecdote, moi je sais parce que quand
Lois et Clark, c'est fini entre guillemets en diffusion. Merci M6 d'avoir d'avoir lancé une nouvelle diffusion d'une autre héroïne qui utilisait cette même voix de Terry Hatcher, c'était Buffy. Yep. Ouais. Elle avait cette voix, la même voix, et quand je me dis c'est fini, puis que on découvre cette série, je fais, mais je connais cette voix. Et la petite sirène. C'est la même doubleuse de super héroïne, quoi. Celle de Lois à Buffy. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, toi, ça te déplaisait, toi. Donc, la VF, mais juste à cause de non, ce juste à cause de moment, ça. Moi, ça me faisait rire parce que c'était vraiment le truc de, ils sont ensemble. Enfin, surtout quand ils étaient ensemble. Oui, mais peut-être qu'ils ont pas Je m'en souvenais pas du tout. Ouais, moi, ça voyez, ça a pas dû me marquer. Ou alors j'ai occulté, je sais pas. Alors, Alex, on sait que c'est les parents qui l'aimaient pas. Qu'est-ce qui vous déplaisait d'autre? Non, autre chose, Alex? Non, j'ai rien de particulier à dire sur la VF. Sur des séries de mon enfance ou de mon adolescence, ça me pose aucun problème. Et quelque chose que t'aimais pas dans la série? Il y a pas beaucoup de défauts, mis à part ceux qu'on a soulevés. Non, je pense que pour moi, c'est le manque de fil rouge. En fait, une fois que Lex est sorti des histoires, effectivement, ils ont retenté avec Intergang, mais je pense probablement qu'ils ont eu du mal à faire tenir le truc dans le temps. Et après, c'est ça. Plus que, même les parents, en fait, ça, c'est une composante, t'en parlais tout à l'heure, d'un ensemble de choses, en fait, un côté comédie, un côté soap, et avec des toutes petites touches super héroïques, en fait. À partir du moment où t'as pas le budget pour, ça sert à rien de forcer cet aspect-là, et ça, je trouve qu'il l'avait très bien fait, en fait, ça s'équilibre bien. Mais le manque de fil rouge dans les scénarios, peut-être est ce qui m'a le plus, c'est un vague souvenir que j'ai sur la fin où, effectivement, on regardait par habitude qu'autre chose. Mais ils ont fait 4 ans, c'est pas mal pour une série de super-héros. Très clairement. C'est toi qui as commencé à en parler de Smallville tout à l'heure. Du coup, après Lois et Clark, vous avez continué à consommer du Superman sous une forme ou une autre. Donc toi, Smallville. Ouais, Smallville. De façon assidue, j'étais fan de Smallville, moi. C'était le début des années 2000. Début des années 2000. Je pense que ça a suivi la logique de l'adolescence. En plus, c'est ça. Arrivait, Et en plus, quand Buffy en était à sa dernière saison, Smallville en était à sa première. Donc en fait, mais les séries d'MC, j'ai jamais terminé de les suivre, quoi. Les autres? C'est pareil, j'ai suivi beaucoup le cheminement de M6. Merci de m'avoir ouvert ce portail de séries avec effectivement Smallville où j'ai beaucoup suivi aussi de manière assidue et qui a donné aussi une opportunité à intégrer plus d'éléments de comics avec la Justice League et autres aussi. Merci la trilogie du samedi. Hein. Oui. Ouais, qui est arrivé après coup. On fera un épisode sur la trilogie du samedi, un épisode spécial. Je programme ça dans bientôt. Il y aura une surprise. Je vous en dis pas plus. Cool. Il va y avoir du monde, hein. Oui. Alors là, oui, je pense que ça va se battre au portillon. Tu réserves une salle? Il y aura même un invité spécial. Oula. J'aurais du mal à le faire tenir en 1 heure. C'est pas grave, il y en a Moi, tu peux m'inviter pour parler d'Highlander, ça va durer un moment. Ouais. on fera plus, c'est pas bien grave. Donc Smallville pour Yasmina, d'autres Superman pour les autres ou... Oui, alors non, c'est pas celui de Smallville, j'ai tenu 1 an et c'est le problème, c'est exactement la différence d'âge, hein. J'étais sorti de l'adolescence donc c'est pareil. À un moment on regarde un petit peu de haut. Mais par contre, effectivement, ça m'a fait rentrer dans le comics depuis pour avoir lu beaucoup de Superman, notamment à mesure que mon niveau d'anglais progressait. Je peux dire aussi, je pense que ça a vraiment changé la manière dont les scénaristes abordaient le rôle de Clark Kent, en fait. Et c'est drôle parce que historiquement, la version qui perdure en fait et qui est la plus iconique, c'est celle qui est résumée dans Kill Bill à la fin. Quand il parle de Superman, c'est ça. Mais si tu te pour rappel, il dit que la vraie personnalité de Superman, c'est Superman, que c'est Clark Kent, c'est l'identité secrète. Voilà, il est Kal-El et après il s'invente une identité pour être parmi nous. Voilà. Et c'est vrai que si tu prends le personnage de manière iconique, c'est ça. Mais si tu prends dans le sens où il est écrit dans l'histoire, il y a quand même eu, je pense, un après la série télé qui avait commencé un petit peu avant avec un reboot de l'univers d'ici dans les années 80. Après Crisis. Voilà, donc mais j'ai pas de grande passion pour le personnage. Je lis de manière modérée, il y a des très bons arcs et la recommandation elle a été faite tout à l'heure. Il faut que je lise l'arc récent de Peter Tomasi apparemment qui fait du bien à la série. C'est mieux et c'est drôle parce qu'ils ont rebooté sur Lois et Clark justement. Aussi, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait 4-5 ans
Pendant les New 52, ouais. Où ils sont repartis avec un. Ils étaient pas ensemble, c'est ça? Ils sont repartis avec un Clark célibataire, Qui sortait avec Lois qui a Gana. un autre mec. Et ils avaient même fait une série super bien qu'on peut recommander de Grant Morrison avec un très bon dessinateur, Rags Morales, où c'était Superman en début de carrière qui débarque à Smallville, qui débarque à Metropolis, qui sait pas très bien se servir de ses pouvoirs, ouais. qui a très bien marché, elle fait une quinzaine de numéros, et après, ils ont fait quelques années, ils ont mis Superman avec Wonder Woman, donc ils étaient vraiment, Lois était hors jeu, hein, pour le coup. Sauf que ils se sont un peu fatigués, ils savaient plus quoi faire du truc, fin, et puis ils ont fait revenir en fait d'une réalité autre en fait. En fait, c'était le Superman des comics d'il y a 5 ans qui vivait sa petite vie à côté, qui revient, ouais. Qui revient marié, qui revient avec un enfant. Et il revient barbu. C'est trop cool avec le costume noir et tout. Henri Cavill, il y a on pense à toi. Il y a une mini de 5 numéros qui est très chouette, Mm. avec un bon dessinateur aussi, Lee Wicks, assez cool. C'est difficile à trouver les bons dessinateurs pour les comics aussi pour Superman. Toi aussi, tu lisais pas mal de comics. Ouais, moi j'ai lu pas mal de comics, mais plus tard en fait, plus après Smallville ou avec Superman, après la sortie de Superman Returns de Bryan Singer. Et ce que je suivais moi, surtout en parallèle de Lois et Clark, c'est les aventures de Superman animées par Bruce Timm. Ah bah oui, j'allais en parler. Qui justement faisait. J'aimais bien avoir les deux parce que justement Lois et Clark c'était le côté soap, côté investigation, etc. Et si je voulais voir de grosses bastons, j'allais voir la série animée. Donc ça se complétait bien les deux. Et puis après forcément j'ai continué avec les autres séries animées. J'étais déjà alimenté par le Batman. Le Returns avec Brandon Routh surtout. Oui. Dans leur rôle de. Qui était un reboot de. Pardon? Il joue dans Arrow, maintenant il joue Atom. Atom, ouais. Atom Ouais, dans c'est ça. Arrow. Oui, bah, on a tous Avec des des traits à payer. superbes hein. références. Mais pour le coup, justement, ouais, donc il y a eu lui, le film était plan. Il a un intérêt. Ils ont un enfant. Oui. Et c'est quand même. Et la manière dont est annoncé est la plus anticlimatique possible. Ouais, mais j'aime bien l'idée de voilà. C'est surtout ils ont des problèmes et tout, voilà. C'est surtout un super bel hommage au Superman de Original, Donner, ouais. Voilà, qui lui a beaucoup influencé la mythologie de Superman et justement avec le reboot de John Byrne dans les années 80, tout le truc de la forteresse de solitude, c'est en forme de cristaux, etc. C'était Richard Donner qui l'a inventé. Donc il a fait beaucoup aussi pour Superman. Et le Superman actuel en place, là, qu'est-ce qu'on en pense? Audrey? Ah oui? Henri Cavill, ouais. très très bon Superman, mais après effectivement on oublie complètement l'aspect Clark, à la différence. Là on met un univers fantastique en place. Clark n'existe pas, Lois elle est présente, constante, elle sait tout de suite, on ne joue pas du tout ce jeu, elle est aussi très intrépide et voilà, elle sait très bien qui il est et qui elle est face, et il y a quand même cette relation qui est forte, qui est très présente. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont voulu faire dans l'idée, à savoir cette meuf peut pas être con au point de voir que les deux sont pas la même personne, tu vois, donc on réduit au strict minimum et du coup oui, ça devient une évidence et hop. Par contre dans la pratique, je trouve que j'ai du mal j'ai beaucoup de sympathie pour Henry Cavill, mais j'en ai assez peu pour son Superman en fait. On est loin de ce que ce qu'est Superman normalement. Après on peut le dire, ok, c'est une interprétation, ils ont choisi de le faire comme ça, etc. Mais du coup il rase une ville et tout, Superman c'est d'abord il se préoccupe de sauver les gens et tout, il va pas raser des tours dans Metropolis en se battant contre Zod. Il y a pas cette bienveillance et cette pas légèreté, mais enfin il manque quelque chose, c'est vraiment justement cette dimension qui fait que Superman est intéressant et pas juste le gars surpuissant. Non, mais c'est le Boy Scout, mais jusqu'au bout dans Superman. Au-delà de l'aspect Boy Scout, on va te laisser un droit de retour. Peut-être une espèce de bienveillance, absolue, ouais. Qui primaire, tu vois. Après, et puis effectivement cet aspect, il est pas que Superman, qui moi je trouve j'aime plus en fait les versions de Superman où on voit que Superman et où il n'est que Superman. Ça me parle pas du coup. Alors Clément puis Audrey, ils sont revenus dessus d'ailleurs parce que après ils ont pris tout le backlash justement sur cette vision de Superman, et dans Justice League la première chose qu'il fait, il vient quand il revient de la mort, spoiler. Et
il va contrer le méchant et puis après il entend oh mince, il y a des petits Russes qui sont coincés dans un bus. Bougez pas. J'y vais. Ouais, et je reviens. C'est en contre-coup justement des critiques, mais là je parlais juste de Man of Steel qui pas un film mauvais mais qui m'avait perturbé. Ça va pour moi dans la lignée quand on grandit, c'est qu'on a la bienveillance quand on est ado. Maintenant, il a quand même pris une certaine maturité. Le personnage de Superman, il veut pas forcément le porter. Et c'est un univers après fantastique, donc effectivement pour les millions de dollars qu'ils investissent, il faut que ça explose. Donc voilà. Maintenant, c'est un personnage qui est aussi torturé. Il tue un des siens à la fin pour sauver des humains. Donc si, il y a une bienveillance, mais qui est plus violente. Et après, alors, en dehors de Man of Steel, il y a quand même des choses qui ont été mises en avant par des petits comics, parce que c'est très comics et les gens qui ne connaissent pas, ils le voient pas avec Injustice derrière. Ouais, oui. Mais et Lex Luthor, moi j'ai une BD de Lex Luthor où on voit quand même Superman en tant que menace et que j'aime beaucoup, qui se développe Red Son, avec Batman. C'est pas Red Son. Non, c'est Lex Luthor. C'est aux yeux de Lex Luthor qui oui, est Superman. Par et il est Libermero. dessiné de manière très menaçante, toujours quand on voit les yeux rouges et donc ces yeux d'humain, où on se dit, mais Superman peut être une menace. Et j'aime beaucoup cette axe qui est très peu développée ailleurs, c'est qu'il vient quand même d'ailleurs, voilà, et que aujourd'hui l'humain, comment on traite l'étranger, et Superman, peut-être même s'il nous protège, il faut rester en retrait, se préparer aussi à le contrôler. C'est un comic très bon. Je pense que c'est un aspect qui est pas toujours été développé, que j'ai beaucoup aimé, qui est plus adulte et qui le rend plus sombre, je pense. J'approuve parce qu'en fait, il est pas du tout manichéen. Il cherche juste à dire voilà comment c'est pas que Lex Luthor a tout bon, c'est que voilà comment il interprète et quelles sont les raisons de ses craintes. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Juste passer d'abord à la Smina. Oui. Moi, je déteste ce qu'ils ont fait dans Man of Steel, hein, je le conçois, mais après, je pense qu'on a tous conscience que c'est aussi le reflet d'une époque. On parle souvent de l'après 11 septembre, c'est un peu ça, c'est un peu Superman qui est vu comme une menace, qui voit l'humanité d'une manière différente qu'il a pu l'avoir dans les adaptations des années 90. Voilà, mais ça reste quand même le fait que j'ai vraiment beaucoup de mal avec celui de Cavill, la fin là quand il détruit toute la ville et qui brise le cou de Zod. J'ai du mal, mais je peux comprendre. Je peux comprendre cette vision. Moi aussi, hein, je comprends que c'est une réécriture et qu'à partir de là ça va déplaire à beaucoup. Mais juste avant qu'il nous reste quelques temps, il y a Nico et Clément qui voulaient dire un truc. D'abord Clément. Oui, donc le take qu'a pris justement Zack Snyder sur Superman, c'est je pense quelque chose encore très américain nous peut-être on peut pas comprendre parce que justement on n'a pas vécu le cataclysme qui a été le 11 septembre et je pense que c'est Nolan c'est le frère de Nolan, je crois, de Christopher Nolan qui l'a écrit. C'est Goyer surtout qui a écrit. Qui avec avait le frère Nolan. Voilà, donc qui avait déjà écrit la trilogie Batman de Nolan, qui est jonchée de références au 11 septembre et tout ça. Et ça pose aussi la question de c'est quoi un alien, comme on dit aux États-Unis. Un alien, c'est pas un extraterrestre, c'est l'étranger. Comment est traité un étranger aux États-Unis maintenant? Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on lui fait confiance? Et là, forcément, c'est une grosse parabole parce que l'étranger, là, c'est un dieu, quoi. Nico? Entre Lois et Clark, la série, et Superman maintenant, Superman au ciné ou en comics, le contexte il est plus du tout le même. C'est ce que je disais au début, c'est que dans les années 90, on est dans les années Clinton. Et on est même à un moment un peu charnière de ces années-là qui sont un peu les années de l'insouciance. C'est-à-dire que l'Amérique sort de la guerre froide, se cherche un méchant, comme la série d'ailleurs. Et finalement, on est dans une série qui parle surtout des rapports hommes-femmes. À une époque où ces rapports sont en train de changer parce que les femmes elles travaillent depuis un certain temps et comment dire elles ont des Pulitzer. Elles ont des Pulitzer et voilà. Mais c'est ça qui est au cœur voilà la fin de la guerre froide, ça a ramené aussi pas mal de questionnements que la série reflète. Tandis que maintenant on est dans une époque post-11 septembre, on est même dans l'époque Trump, qui je crois est reflétée par Man of Steel et par Justice League et autres. Hein. C'est que Superman, certes c'est l'étranger, mais ça reste aussi l'incarnation de l'Amérique. C'est l'hyperpuissance. Et là, en l'occurrence, on est face à une hyperpuissance qui est en complète perte de repère, qui ne sait pas vraiment s'assumer, qui se cherche en permanence, qui s'interroge même sur ses propres pouvoirs, sa propre puissance.
et qui se fait même critiquer par l'opinion publique et même par d'autres super-héros comme Batman ou en l'occurrence Bruce Wayne. Mais je pense pas d'ailleurs, et c'est là-dessus que je voulais finir, je pense pas qu'une série comme Lois et Clark pourrait revenir. C'est pas possible. Pas avant 10 ans. Pas avant 20 ans. C'est pas possible. Parce que Lois et Clark, c'est vraiment l'insouciance. L'insouciance de ces années américaines des années 90. Je savais que je pouvais compter sur toi pour un final plaidoyer. J'ai une dernière question et on va très vite. Quelqu'un regarde ce que fait la CW en termes de super-héros. On a parlé de The Atom tout à l'heure avec Brandon Ross, mais je pensais plus à Supergirl en fait. Non? Oui, alors Supergirl, il y a Terry Hatcher qui a un rôle. J'ai remarqué qu'elle était castée, mais je n'ai pas du tout vu son personnage. Apparemment, Dean Cain aussi, il y a eu un petit rôle. Il joue le papa, je crois. C'est un peu une tradition. Ils avaient fait ça aussi dans Smallville où Margot Kidder était revenue, Christopher Reeve, dans un épisode assez émouvant qui lui rendait hommage. Annette O'Toole. Aussi, c'est la mère, je crois. Oui. Mais qui est Martha Kent, qui jouait Lana Lang. Mais la mère de Lois Lane dans Lois et Clark, elle jouait Lois Lane dans la série télé en noir et blanc à l'époque. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Ouais. Donc question à Yasmina, est-ce que tu vas aller à la Comic-Con pour demander une photo à 50 balles de Dean Cain 30 €, j'ai vu. 30 €, d'accord. Donc je réfléchis. Ah bah ça va. Je vais voir. Il y a Tom Welling aussi à Paris Manga, donc je sais pas, je suis un peu, mais... La confrontation des events à Tom Welling, c'est compliqué, ouais. Ils se balancent des Superman en guise de Tomahawk, quoi, tu vois, pour se faire concurrence, ça c'est... Donc, j'ignorais pour Tom Welling. C'est quand ça, la fin je sais plus quand est-ce que c'est. Et il y aura aussi Michael Rosenbaum qui joue Lex Luthor dans Smallville. Ouais, bon. Ouais, et puis Tom Welling est revenu sur le devant de la scène avec la série Lucifer aussi. Il joue dedans? Oui, c'est le méchant de Lucifer, l'un des méchants dans Lucifer. Ah, attends, marrant. Et on le reconnaît pas parce qu'il a grossi. Il a pris du poids, ça y est, il a plus d'obligation, mais il a plus, c'est une malédiction chez les acteurs de Superman de la série, à mon avis. Dean Cain, c'est mais je sais pas si ça doit faire il a 52, 53. Mais ils ont raison. Ouais, mais il a toujours un beau sourire, Dean Cain, malgré l'âge. Donc voilà, la Comic-Con, ce sera du 26 au 28 octobre à la Villette. On passe à la petite nouveauté. Vous n'allez pas déjà nous quitter? Il est l'heure de jouer! J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant. C'est la nouveauté de cette rentrée. On va terminer chaque épisode par une petite série de questions pour rigoler un petit peu. On va faire 2 équipes. En fait, ça tombe bien que vous soyez 6 puisqu'on va faire d'un côté l'équipe Clark et de l'autre l'équipe Kent. Donc Alex, okay. Audrey, Clémence, vous êtes les Clark, okay. Yasmina, Clément, Nico, vous êtes les Kent. Okay. On doit être face à face ou je sais pas. On pouvait pas être Loïs et Clark. Non. Allez. Oui, mais le découpage, ça aurait été sexiste et le découpage, tel que je l'ai là, me convient très bien aussi. Donc, faut crier votre nom. C'est pour répondre en premier. On est Kent. On est Clark. Vous êtes Clark. Okay. Non, vous criez votre nom. Vous criez pas la réponse. Vous criez soit Clark, soit Kent. Effectivement. C'est bon pour vous? Vous êtes Kent. On est Kent. Tu cries Kent. Équipe maillot. Alors, j'ai 5 questions sous le coude et une 6e pour éventuellement vous départager. Petite subtilité, c'est que les membres de l'équipe gagnante du quiz de cette émission pourront se targuer d'avoir un point qu'ils pourront garder en mémoire pour les prochaines fois où ils viendront. Donc je ferai un petit classement pour savoir à la fin de la saison qui est le meilleur connard qui adore les quiz et se batailler face aux autres. Alors ça, il y a de tout, hein. Il y a des simples et des petites vicieuses. On commence doucement. Je vous rappelle, vous 3 la Clark, vous 3 Kent. Combien d'épisodes contre la série? J'ai 3 propositions. 78, 87, 112. Clark. Vas-y. Celle du milieu, 87. Oui. Donc 1 point pour les Clark. Elle était facile celle-là. Hein. Mais je pensais pas qu'il y avait en plus 3 choix, tu vois. Il y a également 3 choix pour celle-là. Il y avait des choix parce que... Lequel de ces 3 acteurs n'était pas pressenti pour interpréter le rôle de Clark Kent Superman? Dominique Purcell, qu'on a pu voir dans Prison Break, le grand frère, Kevin Sorbo, qu'on a pu voir comme interprète d'Hercule, ou Gérard Christopher qui jouait Superboy. Clark. Vas-y.
Non, si pas de réponse, je passe la main aux autres. Non, je me concentre avec les filles. non. Alors c'est facile, je te donne la réponse, si c'est moi qui fais tout seul. Sorbo et Superboy, ils étaient pressentis, et le premier que t'as donné, rappelle-moi qui c'était? Dominique Purcell. Il était pas pressenti. Bien joué, c'est ça. Dominique Purcell, il était pas. Non, j'ai pris un truc au pif. Bachoter et vérifier Non, c'est. Vous êtes dans la même équipe et tu vas donner manifestement un point à ton équipe si tu continues d'aller dans ce sens-là, mais c'est trop dur. Lequel de ces 3 ennemis classiques de Superman dans les comics apparaît dans la série Lois et Clark? Je vais y aller très vite. Le Général Zod, Bizarro, Deathstroke. Clark Kent. Clémence. Général Zod. Eh ben non. Non, il apparaît pas dans la série. Kent, Bizarro. Non plus. Oh merde. Kent, le premier. Bah non, c'était Zod. Il y a Bizarro dans Lois et Clark? Non, j'ai vérifié. Il y a une page Wikipédia sur les méchants de Lois et Clark. Il y a une page Wikipédia pour tout. Et donc Deathstroke qui apparaît dans la série. C'est un méchant de G.I. Joe. Toujours 2-0 pour les Clark. De quel chanteur Perry White est-il un fan absolu? Clark. Il a le droit, mais dans ces cas-là, je donne pas de réponse. Vas-y. The King. Elvis Presley. Bah oui. 3 points. On fait les 2 dernières pour la forme? Allez. Dans quelle saison Lois et Clark se marient-ils? Clark. On va donner un petit peu la parole aux autres. Vas-y, Messina. 4. Ouais. Saison 4. Bon, et la question bonus, c'était, pouvez-vous me citer le nom du doubleur ayant donné sa voix ou à Lois ou à Clark, mais ça a été vanté tout à l'heure. Ouais, j'aurais perdu de toute façon. On n'a pas Lois, hein. On n'avait pas le nom de Lois, de la doubleuse de... Tu sais qu'avec 5 questions, quand tu fais un quiz en 5 questions, tu n'as pas d'égalité. Si tu rajoutes une 6e, tu risques de... mais regarde, il y a la question 3 qui a pas eu de réponse, tu vois, donc, au cas où. Et puis j'avais encore une question bonus au cas où. Donc Clémence, Audrey, Alex, vous pourrez vous targuer d'avoir 1 point. Les autres faudra revenir pour essayer de revoir les scores. On conclut avec la question rituelle. Est-ce que ça... d'ailleurs, il y a Alex qui peut peut-être nous répondre puisqu'il a vu quelques épisodes d'hier, mais je crois que c'est le cas aussi de Clément. Oui. Est-ce que ça se voit bien ou au pire, est-ce que ça se revoit bien même d'un œil, Lois et Clark? Alors, je sais pas si je vais être objectif. Mais j'ai eu une grande tendresse en fait à revoir les épisodes, le côté justement old school, familial, un peu cheesy, des choses qui manquent un petit peu des fois quand on voit par exemple l'état du DCU, etc. Et donc du coup, moi j'ai envie de revoir toute la série là maintenant. En plus d'en avoir reparlé, et je m'attendais vraiment à souffrir en voyant au moins un épisode. Je me suis dit allez, juste un, parce que je sens que ça va être dur. Et finalement, j'en ai enchaîné 4 dans la soirée, et donc ça passe. Alex? Je m'attendais à souffrir, j'ai moins souffert que ce que j'imaginais, c'était moins cheesy, moins creux que ce que j'imaginais, c'est beaucoup mieux que ce que fait la CW en ce moment. Mais je regarderai pas la série. Je recommande vraiment pour le plaisir de se faire vos 3-4 épisodes préférés, et ça suffira amplement. Voilà. Mais dans ce cas, en redécouverte, pourquoi pas, mais en découverte, là, c'est peut-être un peu tard, non, si je vous suis. Les autres, non, Regarder des épisodes comme ça, oui, mais pas tout, je pense. Aujourd'hui, j'aimerais pas tout revoir. Un épisode à conseiller, du coup? Mais je pense que la première saison se revoit parce qu'elle est vraiment cool et tout. Après, je pense qu'on décroche aujourd'hui parce qu'on se rend un peu plus des gens. Le pilote, tout simplement, synthétise bien l'esprit de la série et ce que va être la saison 1. Donc, si vous regardez le pilote, vous avez déjà une petite idée de comment c'est fait. Et puis après, si vous aimez bien le pilote, enchaînez jusqu'à la saison 1. C'est dans le pilote qui mange une bombe, qui avale une bombe, non? Pardon? Il y a une histoire de bombe. Je crois que c'est dans le pilote. Je suis retombée dessus sur Sister là il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et oui, pour se débarrasser d'une bombe, il l'avale et ça explose à l'intérieur. En même temps, c'est plutôt bien vu. Merci beaucoup. C'était cool de reprendre ce podcast avec vous et sur ce sujet plutôt sympa. On termine avec le petit tour de promo traditionnel. Yasmina, donc cocktail. Oui, cocktail. On devrait sortir le 3e épisode, donc que j'enregistre avec Arnaud, qui a été là. Les 2 dernières fois. Les 2 dernières fois.
Voilà, donc... Enfin, même si j'ai pas de bêtises. Ah bah oui, quel squatter. T'as le droit de pas l'inviter, hein, tu sais, comme aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Voilà. Non, on mais salue les chouchous. voilà, on a voulu faire ça ensemble. Ça parle de la pop culture en couple, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qu'on peut faire aussi. On aimerait bien parler de jeux de société dans les épisodes à venir et de bouquins. Donc voilà, on travaille là-dessus. Vous engueulez pas assez, c'est trop choupi. Jeux de société, on va peut-être s'engueuler. Cool. Nico, tout bon, en librairie toujours. Oui, la guerre germano-soviétique et la guerre du Pacifique, hein, pour parler de sujets joyeux, qui sont toujours en vente. Et là, je suis sur un nouveau projet de livre, mais je peux pas trop en dire plus. Ouais, tu nous as dit la dernière fois. C'est sur un nazi haut placé, mais je peux pas trop en dire pour le moment. Un membre haut placé du gouvernement qui fait des tribunes anonymes dans les journaux de propagande nazie, ouais, contre Hitler. Non, je plaisante. Hein. Non, c'est le type dont je voudrais faire la biographie est une vraie crevure, une crevure intégrale. Il avait pas une seule qualité. Et il dit ça avec un énorme sourire aux lèvres. Audrey. Oui. On te retrouve au Licorium, a priori. Voilà, moi ça ne change pas, donc de toute façon toujours travail de nuit. On a un petit resto aussi au-dessus, donc qui reste une brasserie classique. Voilà, moi je reste à fond sur mon métier, de la création, du cocktail, des nouvelles techniques, et puis surtout un esprit geek, voilà, pardon, excuse-moi. Toujours un esprit geek, moi plus vidéoludique, toujours en train de suivre les nouvelles sorties qui arrivent. Et toujours prête à participer à une nouvelle émission. Ah bah ça se fera. Voilà. De toute façon maintenant que tu as un point, il faut que tu défendes ce point. Tu rappelles juste l'adresse, s'il te plaît ? Oui, au 11 rue Saint-Denis à Paris. Et vous cherchez Licorium sur les réseaux sociaux, ça se trouve très bien. Alexandre, pas trop d'actualité. Pas trop d'actualité. D'accord. Tu reviens quand tu veux aussi. Clem. Pas trop d'actualité. J'ai fait des choses pour une anthologie Hannibal qui seront acceptées ou pas, on verra bien, et qui seront peut-être dedans, mais c'est pas pour tout de suite. C'est quoi des choses? Texte et fan art. Et fan art illustration. Et Clément? Pas trop d'actualité non plus. Vous pouvez suivre mon Twitter si vous voulez, Clément_DTH. DTH. Et de toute façon, vous revenez à ce micro tôt ou tard. Quant à moi, je vous invite à aller voter pour On n'est pas trop vieux pour ces conneries sur Apple Podcast. Vous lâchez des étoiles et un petit commentaire au passage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une petite quinzaine pour parler d'un film. Alors, il était prévu que ce soit Matrix, mais comme on va prochainement faire un numéro dommage collatéral sur les sœurs Wachowski, j'ai peur que ça fasse doublon. Donc à la place, on va parler de Blade Runner. Ce sera donc dans une petite quinzaine. On se quitte en musique évidemment avec le morceau The Final Battle issu de la sympathique bande-son composée par Jay Krushka pour la série. C'est pas du tout simple à dénicher, donc profitez-en. Encore une fois, bonne rentrée à tous. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.
tous tes fichiers secrets. Tous ces films porno. C'est ça. Avec tes réactions. Tu fais des montages porno avec la musique de Superman. La tête de Église. Henri Cavill avec sa moustache. Copier-coller sur les... On doit faire comme les gens qui ont mis les moustaches justement en plus en regardant Justice League sur la télé. C'est pas con ça. C'est du troll de base, mais c'est drôle. Mais ça marche, ça marche.